Bonjour Chantal. Bonjour Bertrand, ça va? Oui, très bien. Donc aujourd'hui, on a discuté depuis hier, quand je suis venu passer quelques jours ici, un peu de tous les sujets qui se passent dans le monde. Et je sais que toi, tu es très sensible à l'actualité. Et il y a un certain nombre de sujets dont tu as véritablement envie qu'on parle dans la capsule aujourd'hui. Donc est-ce que tu peux déjà les citer pour expliquer les sujets qu'on va apprendre plus ou moins dans l'ordre aujourd'hui, en fait, dans l'ordre de tes questions? Oui, moi, je voudrais savoir, suite à la lettre que tu as adressée à M. Ciotti, si tu penses que le LR a une chance d'exister d'une manière ou d'une autre, sachant que la pression qu'ils ont, c'est une pression financière, la peur de perdre leurs députés. Hein, je pense que c'est ça le gros problème et ce qui, je pense, fait que Ciotti hésite terriblement, hein, même s'il sait que ce serait peut-être pas mal de... Hein, bon, alors toi, tu vas mieux me l'expliquer parce que je ne comprends pas évidemment tout. Et puis, voilà, dans un premier temps, ça... Alors, on parlera aussi un petit peu de la Chine, un petit peu ça, de l'Arabie Saoudite et l'Iran. Oui, parce que le monde est quand même... Et ce qui se passe aux États-Unis, en Suisse et dans les villes françaises. C'est ça. Mais effectivement, le point peut-être chaud, et c'est le cas de le dire quand on pense à ce qui se passe dans les grandes villes françaises, c'est le fait que le gouvernement d'Elisabeth Borne a décidé de mettre en œuvre un article qui s'appelle le 49.3, qui permet de se passer du vote de l'Assemblée nationale et d'avancer une loi sans continuer les débats, ni même demander le vote des députés. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas sûrs d'obtenir la majorité, et dans le doute, ils ont préféré mettre, entre guillemets, l'ensemble de la représentation nationale devant un espèce de choix cornélien. C'est-à-dire qu'après le 49.3, on a une opportunité, d'une part, de faire une motion de censure. Il y a plusieurs motions de censure, une du RN et une de l'IOT, qui sont des centristes, qui ont été émises et donc qui seront soumises au vote demain à l'Assemblée nationale. Et qu'est-ce que ça veut dire une motion de censure? Ça veut dire en fait un défi au gouvernement, et si la majorité vote ces motions de censure, s'ensuit en général la démission du gouvernement, et parfois le président de la République est obligé soit de proposer un autre ministre, Premier ministre, qui obtiendrait une majorité dans le cadre d'alliance, soit de renvoyer, de faire une dissolution de l'Assemblée nationale et revoter en fait pour changer l'équilibre des forces dans l'Assemblée. Parce qu'aujourd'hui, comme vous savez, l'équilibre des forces, il est environ un quart du côté de la NUPES, en fait un ensemble surtout dirigé par LFI, un quart qui est avec le RN, et le reste qui est réparti entre le mouvement Renaissance, des centristes et LR, qui d'une façon générale avait pris l'habitude de voter les lois ensemble. Et comme le RN et LFI avaient du mal à se mettre ensemble, eh ben, il y a eu 10 fois l'article 49.3 et 10 fois les motions de censure n'ont pas abouti. Mais bien de très nombreuses autres fois, il n'y a même plus besoin du 49.3, puisque, comme je disais, il y avait cette division. Et habilement, entre guillemets, le gouvernement d'Elisabeth Borne réussissait à obtenir une majorité pour prendre un certain nombre de décisions. Mais il y a beaucoup de choses qui se cristallisent au niveau des retraites. D'une part, c'est que qui a envie de travailler dans le contexte international actuel, avec toute cette insécurité, avec toutes ces tensions quotidiennes, 2 ans de plus, avec en plus l'incertitude que dans 2 ans, ils auront un quelconque avantage, puisque qui est capable de dire à quoi va ressembler le monde dans 2 ans, compte tenu de la crise internationale dans laquelle on s'est lancé. Et donc il y a quelque chose une opportunité assez incroyable demain, c'est de virer le gouvernement d'Elisabeth Borne,
de retourner voter pour une nouvelle représentation nationale et surtout de éventuellement obtenir, comme ça s'est passé dans pas mal de pays récemment, en Nouvelle-Zélande et ailleurs, où des jeunes présidents finalement assez incapables de sentir leur pays, de sentir les forces géopolitiques dans le monde, sont partis pour cause de surmenage ou pour tout type de cause. Alors, je ne vais pas faire de polémique avec le surmenage dans les clubs en Afrique ou autre, mais on sent bien tous qu'il y a quelque chose qui se passe, un espèce d'énorme décalage entre un président déconnecté de son pays et manifestement super connecté avec l'Union européenne et certainement des grands groupes internationaux qui ont mis à son agenda cette réforme des retraites qui est, à part quand on a compris qu'elle était plus ou moins imposée à la France, qui est complètement absurde. Mais que ce soit les députés RN, LFI, on voit bien l'offre qui a été faite par le président du Rassemblement national aux députés LFI en disant « si vous votez la motion de censure, nous ne présenterons pas de candidat face à vous ». C'est l'idée de dire « soyez rassurés, vous ne perdrez pas de députés, en tout cas pas à cause du Rassemblement national, puisqu'on vous laissera une espèce de voie royale pour être élu ». La réciproque n'a pas été faite, mais c'est un geste vraiment très fort. Mais qui est également un geste qui risque d'être assez mal compris, je pense, par les citoyens qui ont été particulièrement déçus depuis un an par le rôle de ce Parlement, puisqu'on a un président qui est en minorité et qui a réussi à faire passer absolument toutes ces lois et qui, surtout, est en guerre de fait contre la Russie, aux côtés de l'Ukraine, qui a fait se lever les parlementaires français devant Zelensky, etc. C'est-à-dire qu'il fait tout ça sans aucune contestation, sans aucune demande au Parlement. Bon, il avait refusé les enquêtes sur les biolabs, puisque la France a voté contre. On a également voté contre sur l'enquête sur Nord Stream 1, Nord Stream 2. Donc on sent qu'on a un gouvernement en plus qui n'est même pas capable d'exiger d'Ursula von der Leyen les SMS, qui n'est capable de rien exiger auprès des laboratoires pharmaceutiques au sujet des injections, puisqu'on voit partout dans le monde, on voit des enquêtes qui sortent, des mensonges qui tombent aux États-Unis, mais cette espèce de système continue à se maintenir. Et donc pour les parlementaires français, il y a une première opportunité, un peu ce qui s'est passé au Congrès américain, que le peuple retrouve la majorité, une vraie majorité, dans laquelle, aussi bizarre que ça puisse paraître sur un certain nombre de points, LFI et le RN doivent être main dans la main dans l'intérêt du peuple et qu'on vire ce gouvernement. Mais comme tu le disais en introduction, il y a un personnage qui est le nouveau président des Républicains, qui a un rôle clé, puisque pour assurer une victoire de la motion de censure, il est essentiel d'avoir une part importante des députés LR, qui sont, je crois, à peu près plus d'une soixantaine. Mais sans eux, rien n'est possible. Donc il y a un certain nombre de députés LR, malgré des pressions incroyables, qui semblent avoir été déterminés à voter la motion de censure. Je ne vais pas citer de nom, mais la plupart des éléphants du parti ont affirmé au cours des derniers jours qu'il fallait voter cette réforme des retraites. Et ça, c'est particulièrement inquiétant, et c'est pour ça que j'avais fait un tweet, mais c'était parti un peu comme ça sur un coup de tête. J'étais dans le train et je me disais, mais qu'est-ce qu'on peut faire tous pour essayer de faire bouger les choses, d'influencer. J'ai fait ce tweet qui a été retweeté des milliers de fois, qui a été vu par presque maintenant 180 000 personnes, et dans lequel je disais aux Républicains, mais vous avez une vraie chance de réconcilier les Français avec votre parti. Est-ce que tu penses que c'est seulement le problème des retraites là qui est en train de... Ah non, justement, c'est tout. C'est tout. C'est qu'en fait, il y a une possibilité de dire non, mais pas que sur des retraites, de dire non au gouvernement, de dire non à cette manière de gouverner. Et je pense que c'est vraiment bien cette remarque, il ne faut pas voir ça sous le prisme des retraites, il faut voir ça sous le prisme de dire non.
Et donc, c'est vraiment, on lance un appel solennel à tous les députés, à tous les représentants. Écoutez le peuple, écoutez les jeunes. C'est une énorme majorité de jeunes qui sont dans les rues, qui sont inquiets. Et ils sont aussi inquiets, les jeunes, parce qu'ils ont compris, entre les lignes, qu'il risque d'y avoir à nouveau un service national court, mais qui va être en fait une porte ouverte pour commencer à envoyer les Français dans une éventuelle boucherie si la guerre continue à avancer. Et on sent bien qu'il n'y a aucune volonté, ni au niveau de l'UE, ni au niveau de la France, ni de l'Allemagne, de faire la paix. Au contraire, avec cette décision de la CPI complètement absurde de lancer un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine, mais le ministre de la Justice allemand a dit, s'il vient en Allemagne, nous l'arrêterons immédiatement et on l'enverra là-bas. Alors bon, c'est une déclaration, mais n'empêche qu'ils osent dire ça dans les médias, comme si c'était... Alors le nôtre fait des doigts d'honneur et il ne s'exprime pas là-dessus pour l'instant. Est-ce que tu penses que si les représentants des partis étaient honnêtes et aimaient vraiment les Français, si c'était vraiment des gens honnêtes qui sont là pour nous représenter, est-ce que toi tu penses qu'ils seraient encore capables de nous dire que l'Europe pour nous est une solution? Non mais voilà, si vraiment ils étaient honnêtes, ils ont bien compris que l'Europe est en train de nous perdre. Mais quels que soient les partis, mais ça c'est un point important que tu soulèves, puisque en disant ça, je sais que tu évoques très très fortement Assino et le Frexit. Ah oui, le Frexit, non mais c'est pas possible qu'un parti puisse continuer à défendre l'idée de l'Europe. Tu vois, la manière dont on est gouverné par von der Leyen et tout ce qu'on subit, et cette espèce de régime bizarre là, tu vois, un peu totalitaire, de personnes non élues, de commissaires. Oui. Alors est-ce que je vois aucun parti qui puisse vraiment dire qu'ils vont nous sortir de cette situation en restant dans l'Europe? C'est pas possible. Mais en fait, ce que tu dis, c'est quelque chose de vraiment important. C'est-à-dire qu'on a vu quelque chose de flagrant pendant 2 ans. On nous avait dit, le vaccin c'est la solution. Et il ne faut pas regarder, il n'y a pas d'autre traitement. Puis on a dit, il faudra faire 2 doses finalement. Puis après 2 doses, ça ne marchait pas, on a dit 3 doses. Mais du même vaccin, il y avait des variants et on ne savait pas si le vaccin c'était le même depuis le début. Est-ce que les nouvelles formules, elles avaient été validées, etc. Et puis il fallait le donner aux enfants, et puis il fallait le donner en priorité à certaines personnes, mais quand même beaucoup aux enfants parce qu'elles étaient en contact et que en fait elles étaient des nids à virus, etc. Et on voit que malgré tout ça, on est passé de tous protéger, malgré tous les mensonges qui ont été démasqués, toutes les évidences, beaucoup de personnes n'ont pas compris. Et donc, comprendre que l'UE est pire que ces injections, c'est qu'elle est fatale au pays, elle est fatale à elle-même, etc., c'est quelque chose de compliqué. Mais effectivement, on a plein d'éléments. On a les SMS d'Ursula von der Leyen pour négocier un contrat de 72 milliards d'euros avec Pfizer. On ne connaît pas, et les députés européens et évidemment les députés français ne connaissent pas la teneur. C'est-à-dire que la santé des citoyens européens a été prise en main par l'UE. Et demain, elle sera peut-être prise en main par l'Organisation mondiale de la santé, derrière laquelle il y a des investisseurs et des fondations privées qui sont très... Pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est pas une certitude. Et il y a beaucoup de pays qui disent il faut qu'on le fasse ensemble. Et ils ont clairement envie de le faire ensemble. Je te rappelle que si c'est non, c'est parce que ça a été voté par les Américains et qu'ils ont fait appel à la Cour suprême, et le Congrès a dit non, non, pas possible, c'est une prérogative de l'État fédéral qui ne peut pas être transférée à une organisation internationale. Mais il va y avoir un vrai débat et de toute façon, c'est véritablement partie prenante de leur calendrier. Mais sur le Frexit, on voit bien que l'euro ne tient pas ses promesses. Et d'ailleurs, ils ne tiennent pas ses promesses parce qu'ils ne respectent pas la propriété comme on l'a vu avec les Russes, puisqu'ils essayent, puisque ce qui se passe au CPI,
ce qui s'était passé au Parlement en accusant la Russie d'être un État qui soutenait un État terroriste, parce qu'il soutenait le terrorisme, etc. Tout ça, c'est des espèces de ficelles pour essayer de voler l'argent qui a été confisqué aux Russes. C'est-à-dire qu'on explique que, ok, on leur a donné cet argent. Plus encore à confisquer. Oui, oui, bien sûr. Tu vois, c'est complètement... donc oui, est-ce qu'un des grands partis parlementaires français va avoir le courage d'interroger, peut-être dans le cadre d'un référendum d'initiative citoyen, parce que je vous rappelle quand même que Maastricht a été voté non, qu'ensuite il a fallu le traité c'était Lisbonne ou Nice, enfin bref, il y a eu en 2005, les Français ont à nouveau voté non, et Sarkozy, dès qu'il est devenu président, a court-circuité le vote des Français au niveau parlementaire. Donc on sent que si on redonnait la parole aux Français par rapport à un éventuel Frexit, le parallèle, même si le mouvement d'Asselineau fait moins d'1% aux élections, il est possible qu'en expliquant bien les choses, même si Seguin n'est plus là, parce que c'était quelqu'un de formidable. Seguin, c'est lui qui avait fait gagner le non pour Maastricht. Et bien, si il était là, ou si quelqu'un d'équivalent arrivait, je pense qu'on aurait le résultat que les Français ne veulent plus de cette Europe, et que c'est également une grosse erreur des partis politiques de croire qu'on veut ça. Quel avantage tu vois, toi, avec l'Europe, franchement, honnêtement? Les gens, on dirait, vous pouvez voyager, mais je crois que les gens ne voyageaient pas avant, si tu veux, même s'il y avait une frontière. Le discours des personnes les plus importantes dans les différents pays européens pour justifier l'Europe, c'est de dire les électeurs sont des cons, ils ne comprennent rien, donc l'avantage d'avoir des commissions et des commissaires et des lobbyistes et des grands cabinets de conseil, c'est que c'est géré très intelligemment. Donc c'est une manière, en fait, de dire la démocratie ne doit pas exister parce qu'elle conduit à des résultats absurdes. Il faut donner à des commissaires, à une commission, puisque l'Europe est pilotée par des commissions non élues. Le Parlement a très très peu d'influence. Et ces gens-là, Bruxelles, c'est quand même le nid de tous les lobbies anglo-saxons. Donc l'Angleterre n'est plus dans l'UE, les États-Unis n'y sont jamais allés, mais c'est eux qui financent le plus de lobbies en Europe, eux et leur groupe, pour influencer et pour en réalité écrire tous les projets de loi, pour accepter ou convaincre les commissaires par SMS de négocier les contrats sur les injections, la politique vaccinale, puisque depuis on s'est rendu compte que McKinsey était derrière, mais il n'y a pas que McKinsey. J'ai un copain qui est en ce moment en Allemagne avec une délégation du Qatar, il me dit c'est hallucinant, on discute avec les grands groupes allemands et ils ne se baladent pas sans leurs consultants en stratégie de chez Ben, de chez Boston Consulting, de chez McKinsey. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une telle mise sous tutelle des décideurs, économie, politique, mais même au niveau des ONG, ils sont complètement engouroutisés par ces grands cabinets de conseil, et ça c'est lié à la prise en main des cerveaux. C'est-à-dire que les grandes écoles, le système scolaire, dont je suis un des fruits, apprend aux gens à être disciplinés, à travailler d'une certaine manière, à apprendre d'une certaine manière, et ça devient comme des armées. Et ensuite, on prend les gens dans ces boîtes-là, et ils vont être conditionnés, ils ont un cerveau qui fonctionne très bien, ils sont obéissants, mais bien conditionné, bien dressé, en fait, ils vont agir selon la voie du supermaître qui agit selon la voie. Et en fait, tout ça, c'est une espèce de, comme dans les partis, de système. Toujours un chef dans les partis, et tu as des jeunes extraordinaires qui pourraient peut-être faire avancer les choses, ils ne peuvent pas parce que c'est comme à l'armée, tu as un chef et tu obéis. Et d'ailleurs, anecdote en parlant, moi je crois beaucoup en la voix du peuple, et j'aime bien souvent aller dans les bars et écouter les gens qui s'expriment. Mais il faut savoir que quand il y a eu la politique de confinement, puis les restrictions avec le pass vaccinal, on a exclu tous les rebelles des bars. C'est-à-dire que ça a été la voix unique des gens dociles. On a fait taire. Et les taxis, qui étaient aussi des gens dans les grandes villes qui s'exprimaient, ils ont été les plus mis sous perfusion d'aide,
Donc ils se sont dit, oh là, je ne vais pas contester parce que je suis tellement gâté. Tous les taxis qui touchaient plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros tous les mois. Et ça a été la même chose avec les artistes. C'est-à-dire qu'énormément d'artistes, et je ne parle pas que des artistes connus et des acteurs, enfin des gens qui avaient des comédies musicales, des pièces de théâtre ou des films, ont été extraordinairement gâtés. Je parle de beaucoup de peintres, etc. Et donc ils se sont tus, on ne les a pas entendus. Et c'est-à-dire que le système a su, avec son argent magique, faire taire toutes les résistances et transformer la plupart des personnes en espèces de zombies. Parce que les voix des rebelles devenaient inaudibles. Il y avait la censure terrible dans les réseaux sociaux, il y avait la censure terrible dans les médias mainstream, et les endroits du débat, qui étaient les bars, les taxis, etc., étaient devenus interdits. Et il faut comprendre que ça, c'est le fruit d'une stratégie extraordinairement bien mûrie, extraordinairement bien pensée, etc. Et cette stratégie, elle est en train d'être la même dans les grandes universités, en France, à l'étranger, etc., pour imposer la culture woke, mais aussi pour faire passer le message de l'intelligence artificielle est un vrai service, c'est magnifique, ça va permettre aux gens d'avoir, etc., pour les journalistes. Et tout ça, c'est faux. Et les journalistes, d'ailleurs, sachez que vous allez être les premiers à être remplacés par l'IA. Vous devriez vous battre très très vite. Tant que vous pouvez. Tant que vous pouvez. Comme vous avez été soumis. Parce que vous êtes sur un siège éjectable. Ben oui, parce que l'IA, ça va leur revenir beaucoup moins cher. Mais j'ai adoré ton tweet. C'est excellent. Question suivante, Marie-Chantal. Journaliste mainstream. En plus, moi, j'ai eu enfin, bref, tu vois, je connais bien le milieu. Écoute, ça, j'ai trouvé ça grandiose. Hein. Ah là. Non, mais ça, c'est trop bien. Ouais, mais c'était. Excusez-moi, les journalistes, si vous avez écouté, mais franchement, vous n'avez pas fait le boulot. Hein. Donc là, vous fonctionnez comme des IA complètement soumises. Et donc, l'IA, elle va faire encore mieux que vous. Non, mais c'est ça, en fait. Elle fait déjà mieux. Oui, dès qu'on est soumis. Il y en a plein, sans doute, qui déjà l'utilisent. Hein. Oui, mais oui. Donc voilà, hein, tu crois que autre question. Ça c'est vrai que ça m'a un peu plu. Bah, écoute, question, oui bon, mais la Chine, tu veux pas en parler, je pense pas, parce que c'est tellement compliqué tout ce qu'on a vu, tu sais, pendant le Covid, on a vu des tournages même. Moi j'ai vu en fait que des situations extrêmes, tu sais, d'agression du peuple, en fait c'est des tournages. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Est-ce qu'il y a des choses de mise en scène exagérées? Alors je pense qu'il y a eu plein de choses. Il faut savoir que la Chine, et surtout pendant les années de Hu Jintao, a été un pays qui s'est extraordinairement ouvert à l'Occident et qui s'est extraordinairement ouvert à une vision mondialiste du monde. Et alors pas en acceptant, en comprenant tout ce que ça a représenté comme enjeu, mais en acceptant de s'ouvrir, Organisation mondiale du commerce, etc., etc. Et ça a permis d'avoir des investissements massifs dans l'immobilier, dans le monde des entreprises, etc. La Chine a considérablement profité de ça et a eu une croissance exceptionnelle. Mais évidemment, avec ce phénomène, s'est passé une infiltration partout et une corruption extraordinairement massive des politiques chinois, un peu comme en Russie, un peu comme partout, exactement. Comme les années Yeltsin. Mais c'était pas forcément extrêmement visible, mais c'était tellement massif qu'il a fallu finalement l'habilité de Xi, et qui a un parcours assez similaire avec celui de Poutine, pardon. Poutine s'était mis dans le sillage, entre guillemets, d'Eltsine, puis il est devenu président. Et, mais là, c'est parce que Eltsine, c'était un cadeau qu'il faisait à la Russie après avoir fait tellement de bêtises. Il offrait à la Russie quelqu'un en qui il avait parfaitement conscience et il avait l'espoir qu'il allait réussir à redresser les choses. Mais pour ce qui était de Xi, Xi était, je pense, beaucoup moins transparent par rapport à ce qu'était sa réelle ambition pour la Chine. Il avait véritablement l'ambition de redonner corps à une forme de nationalisme chinois,
mais c'était compliqué parce que le courant derrière Hu Jintao mondialiste était devenu tellement fort que ça lui a pris un certain temps. Et je pense que le Covid, dont la Chine est victime, je ne pense pas du tout que la Chine soit responsable, et de toute façon, toutes les informations, alors il faudrait que les personnes qui nous écoutent fassent des recherches du côté des laboratoires de Winnipeg, Fort Detrick, Jeux Olympiques militaires à Wuhan, qui est derrière le laboratoire de Wuhan, l'Institut Pasteur, qui l'a inauguré, etc. Vous verrez que les Chinois, et qui le finançaient avec Fauci, enfin, tirer la ficelle, il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup d'informations qui sortent aux États-Unis, on ne va pas rentrer. Là, ta question, c'était pour ce qui est de la Chine. Et donc, d'une part, en fait, il y a eu ces confinements très forts parce que je pense que les Chinois se sont sentis attaqués. Et ils ont eu l'impression, un peu comme dans un James Bond, que c'était peut-être quelque chose qui ciblait plus les gènes chinois, puisque vous allez découvrir au fur et à mesure qu'en fait, ces systèmes, les virus, etc., peuvent être programmés pour attaquer certaines personnes. Et pour les gens qui ont vu le dernier James Bond, ils comprennent beaucoup mieux. Et s'ils n'avaient pas fait le lien entre le James Bond et ce qui s'est passé avec le Covid, ben voilà, ils vont pouvoir creuser dans cette direction. Et donc, les Chinois se sont inquiétés. Mais surtout, ils ont vu l'opportunité, finalement, de refermer un temps le pays. Et entre guillemets, le terme est horrible, mais c'est un peu ce qui s'est passé, de le purifier. De le purifier de tous les expatriés qui étaient là et qui n'étaient pas loyaux, d'avoir accès à tous les logiciels, à toutes les infos de toutes les boîtes qui étaient sur place pour s'assurer que si elles partaient, elles partiraient sans les logiciels, elles partiraient sans les savoir-faire et que la Chine pourrait avancer. Et surtout, ça a permis au niveau du Parti communiste chinois d'identifier, entre guillemets, les corrompus, les traîtres. Et pendant cette période de 3 ans, le travail était fait. Et le moment le plus symbolique, ça a été devant le monde entier, devant toute la Chine, le jour final du congrès du Parti communiste chinois, qui avait élu comme président du Parti communiste chinois. C'est pas président de la Chine, ça s'est arrivé le 10 mars, mais président du Parti communiste chinois, Xi. Mais avant que ça ait lieu, ils ont sorti devant tout le monde Hu Jintao qui voulait pas partir, qui est parti. C'était symbolique, c'était une manière de faire passer un message au monde entier, qui était de dire cette période est terminée, la Chine reprend son destin en main. D'accord. Et c'est ça qui s'est passé. C'est des choses qu'on n'a jamais entendues. Et c'est important parce que la Chine avait beau être très mondialiste, etc. Le patron du CDC chinois, donc l'équivalent de Fauci pour la Chine, faisait partie de l'exercice 201 et il a été viré. Assez vite, en fait, les Chinois ont compris ce qui se passait, ce fameux exercice 201 qui avait eu lieu fin 2019 et qui était l'espèce de copie conforme de ce qu'a été la stratégie mondiale pour le Covid. Et les Chinois n'ont pas autorisé l'utilisation du vaccin Pfizer pour leur peuple, ils n'ont pas utilisé de vaccin ARN messager, ils n'ont pas interdit. Non, mais ils ont soigné. Mais ils ont beaucoup soigné. Et ils ont énormément soigné. Ils ont quand même essayé d'imposer leur propre vaccin, puisqu'ils avaient véritablement une inquiétude très forte sur les conséquences que pouvait avoir ce virus s'il était beaucoup plus mortel et beaucoup plus efficace sur les Asiatiques. Donc tout ça, c'est pas une théorie du complot. D'abord, quand Hollywood, dans un film, parle de ces choses-là, et c'était un film qui devait sortir avant le Covid, il faut voir le dernier James Bond, vous verrez, mais bon, Netflix fait des séries sur le sujet, Amazon fait des sujets sur le sujet, c'est jamais des coïncidences, on met ça et on crée cette espèce de peur terrible. Ensuite, les médias nous annonçaient tous les jours des choses, et donc les Chinois sont un peu rentrés dans le jeu, ce qui leur a permis de purifier, mais surtout de faire d'incroyables projets industriels. Force Sibérie, entre la Russie pour apporter le gaz, etc., comme s'ils avaient anticipé qu'il y aurait beaucoup plus de gaz disponible que prévu. Et donc, de toute façon, les Russes ont du gaz en quantité prodigieuse. Je vous rappelle que l'Europe souffre le martyre et va souffrir de plus en plus de l'absence de Nord Stream 1 et Nord Stream 2, surtout en Allemagne.
que le gouvernement allemand semble avoir complètement abandonné son peuple, mais que les entreprises, comme je l'évoquais très rapidement tout à l'heure, elles vont partir sans aucun problème. Ils ont manifesté beaucoup. En Israël aussi. Les entreprises, les gens sont dans la rue. Les entreprises comme dans l'automobile, etc., vont précisément partir. De toute façon, si l'Europe s'écroule, qui achètera des grosses Mercedes, qui achètera des grosses... donc c'est même si les Mercedes, pour information, ne font pas partie des sanctions, c'est-à-dire qu'elles peuvent continuer à être vendues en Russie. Les Allemands sont quand même pas complètement fous. Ils savent qu'il y a un gros marché là-bas. Mais on ne va pas trop rentrer dans le détail de la... En fait. Peut-être on peut parler des marchés financiers ou ça, autre. Tu veux bien, oui, que tu en parles. Moi, je ne connais pas grand-chose. Donc, feu vert, j'écoute. Qu'est-ce que tu veux savoir en particulier? Eh ben, écoute, toutes ces banques, en fait, ce n'est pas une stratégie pour qu'elles soient récupérées par des très, très grosses banques et imposer peut-être la monnaie, j'en sais rien, l'argent numérique. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas structuré, tu vois, quelque part? Non, pas. C'est accidentel. Ou ça s'est déjà produit. Et est-ce qu'ils n'ont pas besoin de guerre après pour se refaire une santé, justement? Est-ce que ce n'est pas des choses qui se passent justement dans des grandes guerres? Écoute, c'est vraiment important. C'est ton introduction. Tu donnes vraiment un éclairage sur quelque chose d'important. Il y a l'agenda 2030 des Nations Unies, avec le climat, les passes vaccinaux, etc. En plus, le climat, on sait très bien que c'est pipeau. Non, c'est ça. Moi, ça me rendait. Si vraiment nos politiques, quel que soit le gouvernement, à part Asselineau, qui lui ne ment pas, il dit la vérité, s'ils sont capables de défendre le réchauffement climatique, qui ne vient pas du tout des hommes, si ça se réchauffe, ça ne sera pas à cause de nous. D'ailleurs, ça se refroidit en ce moment. Donc, si tous ces partis ne sont pas capables de dire on vous ment sur tout, et moi, je ne peux pas. Mais c'est incompréhensible. Non, mais ça veut dire qu'ils ne sont pas honnêtes. Mais c'est vraiment... Tu comprends bien qu'ils ne sont quand même pas idiots. Mais oui, c'est passionnant ce que tu dis, parce que Greta Thunberg... Donc, tu vois bien que... mais moi, je me dis, mais ils sont malhonnêtes. Ce sont des carriéristes. Comment ils peuvent dire qu'ils nous défendent alors qu'ils vont dans le mensonge? Moi, c'est ça qui me touche dans les partis. Effectivement, c'est quand même pas possible qu'ils puissent mentir à ce point. Mais malheureusement, eux, ils sont le plus souvent dans des calculs électoraux. Ouais, on s'en fout. Et donc, oui, mais toi, tu t'en fous, mais eux, c'est la seule préoccupation qu'ils ont. Les gens, ils sont dégoûtés maintenant. Ah ben bien sûr. Et c'est pour ça que je pense qu'il pourrait y avoir des surprises. Pourquoi il n'y a pas des gens honnêtes, des jeunes honnêtes, même dans les partis qui arrêtent? Mais un parti, c'est un parti. Il pourrait y avoir des grosses surprises dans les élections. Pourquoi on n'irait pas chercher des gens du peuple? Il y a des gens merveilleux dans le peuple. Moi, je trouve qu'il y a des gens brillants qui viennent de tous les milieux, tu vois. Et parce que tu ne trouves pas qu'on en a marre là, de tous ces gens, là, ils sont tous pareils. Tu vois, ils ont des couleurs différentes, mais tu vois. Très marrant. On en a très marre, je pense qu'on en a... Mais le point que tu dis, il y avait plusieurs choses. Alors pour les banques, effectivement, on est au début d'une crise incroyable. Que ce soit un parti avec un chef, je sais pas, tu vois, il faudrait tout changer. Tout changer, il y a tellement de gens merveilleux, je trouve. Tu vois, mais qui ne sont pas qui ont des carrières, des métiers, enfin, moi je trouve que la France... Tous ces gens extraordinaires, on les cache. Le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, sur le modèle de la Suisse. Mais oui. C'est une des raisons de la force de la Suisse. Les amis suisses, vraiment, c'est très, très bien. Ils adorent moi, je trouve ça pouvoir s'exprimer. Ils ont l'impression que eux ont le pouvoir et que les hommes politiques sont leurs employés. Absolument. Mais en France, c'est l'inverse. Voilà, en France, on est comme dans une royauté, en fait. C'est-à-dire qu'on élit des rois et des princes. Ça nous ferait rêver. Non, mais quitte... Les rois aiment leur peuple par définition. Enfin, j'aimerais pas que les rois anglais ne me plaisent pas trop, tu vois, mais quand même, quitte à avoir des gens qui se comportent comme des rois sans en avoir la classe. Comme Alexis Poulain le rappelait dans sa revue de presse aujourd'hui, le 27 mars à Versailles, les vrais aristos qui nous font le 27 mars à Versailles, il y a un dîner entre Emmanuel Macron qui reçoit le roi Charles. Donc, si vous avez envie de leur dire bonjour, n'hésitez pas, le 27 mars à Versailles, dîner ou déjeuner royal. Tu es invité ? Non. Non. Alors, sur le climat, il y a beaucoup de choses, mais il y a quand même un certain nombre de personnes très intéressantes qui
qui se posent la question. Et les Américains aussi. Non, là, à l'échelle, évidemment, les Russes et les Chinois. Tu as vu des milliers de scientifiques qui disent, mais arrêtez, c'est du mensonge. Non, mais attends, c'est vraiment du mensonge. Oui, mais ça a enrichi beaucoup de monde. C'est leur rêve d'une espèce de 4e révolution sur la base industrielle, sur la base de mensonges. En Allemagne, 280 milliards, c'est ce qui a été évoqué juste pour mettre à niveau les maisons individuelles, pas les immeubles, hein, juste les maisons. Imagine les maisons anciennes, la mienne c'est des maisons anciennes. Ça veut dire que les gens, ça va chuter. Tu n'auras même pas le droit de vivre dedans. Tu devras la quitter pour aller dans un logement social jusqu'à ce que tu aies fait des travaux ou que tu sois saisi. D'accord. Donc en fait, ils veulent tout nous piquer. En fait, ah ben, parce que, donc, mais tu seras très heureuse une fois qu'ils t'auront tout piqué. Je serai vachement bien. Non mais c'est très grave. C'est hyper grave. Et alors, tu sais, il paraît qu'ils vont aller dire aussi plein de très jolies petites maisons des villages. Tu sais, les villages, dans les villages, ils ont des petites maisons anciennes ravissantes. Et dès que tu recouvres de tout, ça devient immonde. Tu sais, avec tous les trucs. Alors que les gens avant, il faisait pas plus froid, pas plus chaud. Les gens se mettaient un peu. Bon, ils nous racontent n'importe quoi. De façon rude, par ailleurs. Tout à fait autrement. Et c'est bien pour le corps. Et il n'y a pas de réchauffement climatique, c'est pas vrai. C'est de toute façon. Si on les écoutait il y a 20 ans, New York serait sous l'eau, etc. Ça n'a pas changé. La Statue de la Liberté a toujours les pieds loin de l'eau. On n'arrêterait pas de construire des maisons magnifiques au bord de l'eau. Le marché là-bas immobilier se porte à merveille. Mais même en Floride, je pense bien que les banques, elles financeraient pas des trucs. Les grands financiers, ils n'achètent pas en Floride des maisons à plusieurs millions s'ils savent que dans quelques années, c'est sous l'eau. Donc tout ça, c'est toujours le petit peuple, tu sais, qui va se priver de tout, qui va vivre vraiment comme... mais ils conditionnent les jeunes à ça. Hein. Tu as des jeunes, ils pensent qu'il faut se priver peut-être de tout. Tu vois, ils en font presque une religion, parce qu'on leur inculque à l'école, tu vois. Et partout, sur le fait qu'il y aurait surpopulation, etc. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'avec tout ça, ils ont réussi à nous diviser. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui ont été un peu rebelles par rapport au Covid et aux mesures absurdes qui ont été prises. Mais parmi eux, il y en a qui ont cru au mythe d'une Ukraine pas corrompue, qui défendait les libertés, et d'un Poutine tyran, sanguinaire, etc. Et il y en a qui croient au climat, etc. Et ils ont divisé, et comme ça, ils règnent complètement. Et exactement comme les nasses de policiers dans les manifestations, une fois qu'ils ont divisé, il y a des petits groupes désunis, d'ailleurs, puisque dans la résistance, entre guillemets, les gens se détestent les uns les autres parce qu'ils partagent évidemment jamais tous les mêmes points de vue sur toutes les questions. Le gouvernement, savamment, lui et ses lobbies et ses bras armés, etc., sait faire ça. Et ensuite, c'est comme les nazes dans les manifestations, ils vont choper les leaders et tac, et ils les prennent, et ils les punissent, et ils les font souffrir. Et donc, vous demandez aux différentes chaînes, aux différents acteurs qui ont des médias, c'est des censures, c'est la non-monétisation, c'est l'argent qui est confisqué, par exemple pour RT France, qui avait pourtant beaucoup de journalistes avec des cartes de presse, etc. Alors tout ça, c'est vraiment touffu. On essaie de vous parler un dimanche sur deux de ce qui s'est passé, de ce qui pourrait se passer. Et peut-être encore une question pour rester à moins d'une heure. Tous les licenciés, enfin même pas les suspendus, les suspendus. Toujours pas réintégrés. Alors c'est ça, parfois, quand je pense à ce qui va se passer à l'Assemblée. Est-ce qu'ils en parlent, tous les partis Non, parce qu'en fait, c'est comme toujours, ça n'a pas marché. Et donc, tous les gens qui ont essayé de se battre pour que les suspendus soient entendus et réintégrés commencent à perdre de l'audience, parce qu'il y a tellement de sujets plus graves. Et donc, quand des personnes parlaient de ça, et sans obtenir de résultats, les gens se lassent. Et finalement, tout le monde s'en lasse, et les députés se disent c'est bon, c'est passé de mode. Et c'est le calcul du gouvernement. Donc, c'est vraiment sympa que tu reparles ce soir des suspendus, parce qu'il faut ne pas les oublier. Et d'ailleurs, Alexandra Orion-Caude a donné tous les droits de son livre. Je crois qu'il est sur ta table de nuit avec une belle dédicace. Oui. Tu as passé la journée avec elle, je pense. Oui, une très jolie dédicace. Chère Chantal, que ce livre sur la RN soit une source d'émerveillement, comme la compréhension de nos responsabilités. Paix à votre maison. C'est joli, je trouve. Hein. Alexandra, c'est une très belle personne. Tu vois, elle a 5 enfants.
Voilà, et donc elle a donné aux suspendus ses droits d'auteur, donc c'est très généreux, mais c'est vraiment un signal important. Belle, hein. Et on a des gens comme Marc Doyer et son fils qui se battent pour comprendre qui arrivait à leur femme et mère, et ces gens-là se battent, et chez eux il n'y a pas de lassitude, mais autour parfois il y a une lassitude, mais ils continuent, et on doit tous être pareil. On doit croire en l'avenir de l'humanité, de nos enfants. Et il faut vraiment réfléchir. Moi, j'ai trouvé que c'était formidable que les jeunes se commencent un petit peu à se sont dans la rue. Maintenant, quand même, ils ont été gazés à ça. Tu vois, j'ai vu des choses sur des jeunes. Frappés, gazés, menacés, mis en garde à vue. Mais même, tu sais, ces gaz, ils sont très dangereux, ces gaz. Et vraiment comme ça. Hein. Et je trouve que les jeunes, tu crois qu'ils vont continuer un peu à se réveiller? Enfin, tu crois qu'ils vont avoir la force? Et ils n'ont pas le choix. Ils vont le faire. Oui, je pense qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une prise de conscience très très forte, parce qu'il y a des centaines de personnes qui rabâchent depuis des mois ça, et véritablement le château de cartes s'effondre en ce moment. C'est-à-dire que tout le monde voit bien que la Russie est une force tranquille et avance à son rythme, selon ses décisions, et que l'Europe et l'OTAN est complètement à poil. Le système financier s'écroule, que tout a été fait de mensonges, etc. Et petit à petit, si tu veux, c'est comme dans un mur, un rayon de lumière. Moi, je pense que si aucun représentant, tu vois, de tous les partis, si vraiment ils ne remettent pas en question la relation avec l'Europe, tout ce qu'ils pourront faire et raconter, c'est bidon. Ouais, mais c'est... Puisqu'on est complètement aux ordres de l'Europe et l'Europe est aux ordres de l'Amérique. Mais on revient au rythme d'initiative citoyenne et il faut redonner le pouvoir de décision. Il suffit, pour l'Europe, pour venir là-dessus, c'est pas quelque chose de fédéral, ça ne fonctionnera pas, et surtout ça sera dirigé par des administratifs comme c'est aujourd'hui. Je pense que si tant est qu'il y ait des avantages à l'Europe, c'est... l'absence de frontières, mais on voit que ça a des conséquences sur les flux migratoires incontrôlés, etc. On voit que les gens ils voyagent plus parce qu'il y a ils voyagent comme avant. Sur les flux migratoires incontrôlés. Et on voit par exemple par rapport aux BRICS, ils réussissent à s'unir et à avoir des liens de plus en plus forts. En fait, il faut choisir. Si tu veux, l'Europe, c'est un mariage forcé pour les peuples qui n'ont pas voulu, et à chaque fois qu'ils ont dit non, on les a contraints. C'est vraiment un mariage forcé, et il y a des gens qui aiment utiliser des images, on pourrait aller beaucoup plus loin dans l'image du mariage forcé, et là c'est quasiment des peuples qui sont violés au quotidien. C'est pas de l'amour. Non, c'est pas de l'amour. On sent que c'est pas parce qu'ils nous aiment, pour qu'on soit plus heureux, ils n'arrêtent pas de nous punir. Exactement. Non, mais on est des punis permanents. Hein, une punition s'arrête, une autre reprend, ils anticipent sur les prochaines punitions, tu vois, et ça use les gens inconsciemment, tu vois, ça crée peut-être des formes de déprime collective, tu vois, qui passent un peu inaperçues, mais une forme, tu sais, de lassitude, de fatigue, tu vois. Donc je pense qu'ils doivent se dire que les gens, plus ils vont être un peu dépressifs ou fatigués, usés, et donc plus facilement manipulables. Et quand tu punis constamment les gens, un enfant, t'imagines, punir un enfant tout le temps, il est déséquilibré. Tu vois, et bien là, ils font avec les adultes pareil. Ils nous punissent en permanence. On n'a plus droit à rien. On attend qu'ils décident de ce qu'on va nous priver. Oui, non mais c'est atroce. Et justement, c'est quoi tes souhaits par rapport à ça? Ah ben moi, je pense qu'il faut... Non mais mon souhait, c'est que... Bon, moi, la seule personne qui a un langage pour moi clair et qui dit la vérité, c'est Asselineau. Alors, je ne sais pas, j'imagine pas à nouveau un gouvernement, un parti, tu vois, dans le même esprit, mais peut-être un mouvement qui appellerait des gens, tu vois, qui viennent de la France, des gens qu'on a vus, hein, qui sont quand même brillants, on les voit sur certains, et qui, eux, tu vois, ça, là j'aimerais vraiment quelque chose comme ça, et surtout qu'ils nous sortent de cette Europe. Non, mais moi, je ne peux pas voir l'Europe, hein, je te le dis. Bon, dans la situation, je ne sais pas s'il y a une possibilité d'une Europe différente, mais cette Europe-là, de toute façon, je ne l'ai jamais aimée. C'est bizarre. Intuitivement, j'ai dit c'est une cata. Déjà, quand j'ai vu les premiers billets atroces, d'une laideur atroce, quand j'ai vu ces billets, 1 euro, j'ai dit ça y est, ça c'est très mauvais. Tu vois, alors qu'on avait de très beaux billets qu'ils avaient commencé un peu, tu sais, à enlever, les très gros. Et là, ils ont mis des billets tellement laids. J'ai dit, mon Dieu, déjà ça, c'est très mauvais signe, tu vois, pour que même la monnaie, elle représente même rien, tu vois, qu'elle soit moche, tu vois ce que je veux dire? Ah, je vois très bien ce que tu veux dire. Et déjà ça, j'ai pas du tout aimé,
Et non, mais là, ça paraît superficiel ce que je te dis, mais franchement, je l'ai non, vraiment pas très du mal tout, vécu. au contraire. Les symboles des billets sont choquants. Oui, c'était très important. Et je trouvais que cette espèce de monnaie qui était laide, tu vois, c'était laid, et aucune identification avec notre pays. Elle sera peut-être numérique, c'était ta question bientôt. Alors oui, mais je me suis dit, c'est pour nous habituer à être beaucoup plus avec la carte. La garde a été piégée. Toi, par exemple, ma maman, hein, elle avait plusieurs cartes de crédit, elle s'en servait presque pas. D'ailleurs, les banquiers rigolaient. Mais pourquoi? Parce qu'elle adorait avoir son espèce. Et moi, depuis que je suis petite, j'ai toujours eu la main avec des billets, tu vois. Et elle aimait les billets plus que je les aimais, parce que moi, honnêtement, je consomme quand même avec la carte pas mal, mais j'essaie de faire des efforts. Mais parce qu'en fait, on nous a habitués, parce que quand tu te sers des cartes, tu n'as plus la notion de l'argent que tu dépenses, on est bien d'accord. Comme dans un casino, les jetons. Et comme on avait encore le plaisir des vieux billets, qu'on a vu ces billets affreux, donc tu vois, on n'a même pas de plaisir à avoir des beaux billets dans notre porte-monnaie, puisqu'ils sont laids de toute manière, donc tu vois, la carte, c'est encore pire qu'avant. Et alors, juste pour... Vrai, tu t'avais posé une question importante sur la monnaie numérique, et c'est vraiment un des points importants, c'était le pass vaccinal, c'est vers un pass, une identité numérique, et la monnaie numérique, dont identité numérique, monnaie numérique, c'est la possibilité véritablement de nous contrôler totalement, c'est dans l'agenda, ça avance en Australie. Oui, bien Christine Lagarde a été piégée par deux comiques russes, on a regardé tout à l'heure. Et on voit bien que c'est dans les paniers, ça va être très vite décidé. Donc, on sent qu'il y a moyen de détecter leurs mensonges, leurs arnaques, toute cette espèce de filouterie qui est en œuvre. Et nous, à notre échelle, on va continuer tous les 15 jours à parler de ça. Tu voulais aussi quand même qu'on parle de l'Iran et de l'Arabie Saoudite parce que c'est quelque chose de très important. C'est surtout que grâce à ça, peut-être que la guerre au Yémen pourrait s'arrêter. Entre autres, ça c'est le plus important. Enfin, c'est très important, mais si vraiment la guerre au Yémen pouvait s'arrêter, t'imagines cette misère mais toutes terrible. ces guerres, elles ont lieu à cause du dollar. Mais oui, mais c'est pour ça, moi, le Yémen, ça me déchire. Tu vois, on n'en parle pas souvent, mais on voit l'Iran et l'Arabie Saoudite se mettent ensemble avec la Chine et la Russie, c'est la mort du dollar. Et si le dollar meurt, c'est tout ce système de guerre perpétuelle qui meurt. Mais ça pourrait déclencher quelque chose de beaucoup plus gros. Mais oui, la guerre au Yémen, c'est terrible parce qu'on oublie tous, tout le temps, qu'au Yémen, il y a une guerre terrible. Et cette guerre, elle a des conséquences incroyables de famine. Et ça permet peut-être de faire une transition sur la famine aussi qui pourra arriver. Bien sûr que c'est horrible ce qui se passe, donc toutes ces centaines de milliers de jeunes qui meurent donc, en Ukraine. Mais on ne parle plus de la guerre au Yémen qui est absolument immonde. Et ailleurs, il y a beaucoup de... Quand on voit aussi les pays qui ont été détruits et qui sont dans la grande souffrance, ça fait beaucoup de choses quand même, non? Mais c'est juste... et tous ces jeunes, toutes ces notions de mort subite, de coïncidence, etc. Ça veut dire que toutes ces personnes... toutes ces personnes qui sentent qu'il y a une épée de Damoclès dans leur vie. C'est des milliards de personnes sur Terre qui se disent, est-ce que j'ai une épée de Damoclès? C'est un cauchemar. Tu crois qu'il y a une... Comment Moi, je me dis que ça a dû se passer... Alors, je réfléchis là-dessus, j'écoute pas mal de choses, mais s'ils n'ont pas eu d'effet quand ils ont été vaccinés, tu vois, si tu n'as pas été malade, parce qu'il y a une variante de 1 à 1000. Donc, tout dépend des doses que tu as. On peut qu'espérer, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens qui sont très connus. Je vois des gens, oui, bien sûr. Pour les enfants, où ils disent véritablement, attention, pour les personnes plus âgées, mais vraiment, le drame, ce serait peut-être pour les enfants. Et il y a des vraies inquiétudes pour les enfants. Ah là, mon Dieu, il y a des vraies inquiétudes pour les enfants. Mais alors, j'espère, je me dis peut-être qu'il y a eu plein de doses, tu vois, qui étaient très faibles. Ou alors ils disent que comme ça n'a pas été conservé, tu sais, dans les congélateurs, qu'ils nous ont fait le cirque avec des congélateurs à moins de 70 degrés, et qu'après ça traînait partout, tu sais. On ne sait pas. Donc, alors, il faut de la prudence, il faut relire toutes les études, il faut relire tout ce qui a été dit. Ça a été mal conservé. Et vraiment appeler à ce que la vérité soit faite. Il y a Project Veritas qui a sorti là des documents secrets de Pfizer qui semble indiquer, enfin c'est quelque chose d'assez énorme, qu'ils étaient au courant de beaucoup plus de choses que ce qu'ils ont dit, de beaucoup plus d'effets secondaires que ce qu'ils ont déclaré. Mais tu as vu, ils se dégagent en disant que c'est quand même, parce que c'est l'armée qui a pris en charge tout ça, et ils disent qu'en fait c'est une arme de guerre en fait, et enfin ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais en tout cas c'est ce qui circule, qu'en fait c'est l'armée qui a pris tout ça en charge. Donc ils disent, même Pfizer, il dit nous on se décharge. C'est l'armée qui était aux commandes. Mais bon, moi, j'en sais rien. Hein. C'est des petites choses qui circulent, quoi.
Tu vois? Oui, c'est... Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. C'est quoi? On ne sait pas. On ne sait pas. Et donc la santé, la finance, la guerre, les inquiétudes, les personnes âgées, les enfants, on sent véritablement que c'est de tous les côtés, au niveau de nos vies, au niveau de nos rythmes de vie, au niveau de nos perspectives de profiter de la vie, qu'on est attaqué, qu'on est assailli par ce système politique. Et il y a des acteurs géants, des grands groupes financiers, avec leurs bras armés de cabinets de conseil, de cabinets de lobby, d'hommes politiques, etc., qui finalement s'amusent des peuples. Hein, et donc on revient à l'introduction de tout à l'heure. Je pense que Chantal, avec moi, on veut vraiment faire un appel à tous les parlementaires français. S'il vous plaît, dites non. Dites non à ce gouvernement. Il y a d'autres choses aussi après. Oui, mais en disant non, en fait, ça va permettre de dire non à tout. Parce qu'il n'y aura peut-être pas beaucoup d'occasions. Qu'ils aillent plus loin. Il n'y aura pas beaucoup d'occasions de faire cette censure. Et cette censure, c'est une porte ouverte, une possibilité de recréer de la lumière, de recréer de la fierté pour notre pays. Ça ne va pas durer longtemps. Non, le monde entier nous regarde, tout le monde nous regarde. S'il vous plaît, reconsidérez pour ceux qui veulent voter. Il est parti arrêter d'être incapable de vous unir sur des idées, tu vois, plus hautes. Tu comprends ce que je veux dire? Ils se détestent en fait au lieu de s'unir pour le peuple. Ils ont validé des budgets, vous avez validé des budgets pour dépenser 600 milliards pour... je vais pas m'exprimer là, je vais pas répéter 600 milliards pendant les 2 dernières années. Et là, vous nous expliquez que 10 ou 20 milliards, etc. Enfin, c'est incroyable. Hein. Oui. Incroyable. Vous savez, le grand problème, d'ailleurs, ce n'est pas l'âge de la retraite, c'est les conditions de vie. Avec l'inflation, les vies des salariés les moins bien payés vont devenir de plus en plus compliquées, dures, terribles, fatigantes. Et tous les gens qui ont des vies pas forcément fatigantes sont ravis de bosser jusqu'à 67, 70, 75 ans. On voit bien, on a même Jack Lang qui se bat pour obtenir des nouvelles lois pour bosser jusqu'à 80 et quelques. Il y a des métiers passionnants, extraordinaires. Voilà, et puis il y en a d'autres qui sont... Exactement, de beaux métiers, mais qui sont un peu plus difficiles. Et qui sont indispensables en général. Qui sont indispensables et que, comme tu expliquais, je crois que c'est toi, qu'en fait, même s'ils adorent leur métier, c'est une vie plus rude, avec moins de confort, plus de soucis, qui fatigue davantage, tu vois. Et qui laisse les gens tranquilles. Ceux qui veulent travailler très tard, ils travaillent. Ceux qui veulent arrêter à un âge normal, ils arrêtent. Tu vois pourquoi ils emmerdent les gens? Non mais excusez-moi, je suis pas... Tu vois, vous pouvez vous arrêter à 62, vous aurez votre retraite complète, et puis ceux qui veulent continuer, ils continuent. Exactement. Tu vois, soyons libres. Exactement, exactement. Mais même il faut trouver des systèmes avant il y a plein de choses pour qui vont faire empêcher des les heures péréquations sup, en fonction de plein de choses, en fonction du nombre d'enfants, etc. Sans payer de sécu et sans payer d'impôts, ils étaient bien, ils se faisaient des petits trucs confort. Tout ce qui est bien, ils ont sucré. Oui, ils enlèvent et qui n'est pas inclus dans la retraite quand tu travailles beaucoup plus pendant de longues années. Bon, enfin, bref, il y a beaucoup de sujets. Ouvrez les yeux. Nous, on n'est pas des gens malheureux. Il y a beaucoup plus de mensonges. On n'est pas des pessimistes, mais on est réalistes. Il y a beaucoup plus de mensonges qu'on vous dit par rapport. Les journalistes, méfiez-vous, vous pouvez être remplacés par l'intelligence artificielle. Et les députés, franchement, les journalistes, vous avez vraiment fait souffrir. Une grande chance. On ferme nos télévisions tellement c'est insupportable. On vous voit que sur Twitter ou YouTube de temps en temps. Et le peu qu'on voit, ça nous suffit. C'est déjà atroce. On a été tellement déçus, non, parce qu'on savait que vous étiez un peu spéciaux, mais là, vous avez fait très fort quand même. Là, depuis 3 ans, c'est devenu une vraie catastrophe de vous entendre sur les plateaux. D'ailleurs, moi, indignez-vous tous. De toute façon, vous allez être... je pense que vous allez souffrir hein, si vous ne vous réveillez pas. Hein. Je pense que, tu sais, je pense qu'il y a vraiment une roue qui tourne. Tu vois, moi, je crois énormément aux causes, aux effets. On ne va pas parler de karma, mais enfin, il y a quelque chose. Tu te prends un jour ou l'autre, ça prend du temps, mais tout le mal que tu as fait, tu te le reprends. Hein, tu le reprends. Hein. Et là, ils ont quand même fait du mal. Hein. Voilà, c'est notre capsule. Donc, 2 fois par mois avec Marie-Chantal. Oui. On se retrouvera ici. Chantal, Marie-Chantal. Oui, c'est des prénoms démodés.
Et donc on se retrouvera, on essaiera au fur et à mesure de trouver notre rythme, la manière pour que ça fonctionne. On a plein d'autres projets dont on vous parlera parce que ce qui est intéressant, et il y a plein d'autres personnes dont vous allez voir les visages apparaître, qui veulent s'engager, qui veulent se battre, qui veulent se parler différemment. Archibald, les nouveaux prénoms extraordinaires. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Oui. Merci de commenter, merci de partager cette vidéo. Surtout, commenter, partager la vidéo, c'est important parce que d'une part, nous, ça nous encourage et ça nous motive. On va continuer de toute façon, mais à chaque fois que vous faites des signes d'encouragement, on les prend et ça nous donne de l'énergie pour continuer. Bien sûr. Bonne soirée, hein, et à très très bientôt. Au revoir.